Vous écoutez On lit pour vous. Dans la cuisine d'une résidence privée pour aînés au temps de l'inflation. Un texte de Myriam Fimbry, paru le 5 juillet 2026 dans Radio-Canada Info. La hausse du coût des aliments depuis 5 ans donne du fil à retordre aux chefs cuisiniers dans les RPA qui doivent trouver le moyen de respecter leur budget tout en suivant le guide alimentaire canadien. L'activité a commencé très tôt à la cuisine de Cité Jardin, une résidence de plusieurs immeubles et 864 résidents qui fait partie du groupe Chartwell à Gatineau. Les premiers fourneaux sont allumés à 5h30. Déjeuner, dîner, souper, on y sert près de 1000 repas par jour en incluant ceux des employés. Toque blanche sur la tête, Jean-François Osborne est directeur de la restauration depuis bientôt 5 ans. Il a déjà travaillé pour de grands restaurants, mais il trouve tout de même que c'est une grosse machine à faire rouler. Il est responsable de la bonne marche de la cuisine et du service, mais aussi de faire les achats et de composer les menus affichés 3 semaines à l'avance. C'est tout un art de respecter à la fois le budget fixé par la direction et d'atteindre les standards du Guide alimentaire canadien, tout en tenant compte des goûts des résidents exprimés lors d'une rencontre mensuelle avec la direction. Donc, c'est à partir de là que je me base pour créer mon menu. Mais c'est sûr qu'il va toujours y avoir un pourcentage de clients qui ne sera pas satisfait. L'inflation des dernières années est venue corser la difficulté. Les prix dans le secteur de l'alimentation ont augmenté de 22% depuis 2021. C'est sûr que ce n'est pas facile. Même dans la dernière année, c'était vraiment flagrant. Une augmentation de 5 à 6 %, ça n'a pas l'air gros, mais pour quelqu'un comme moi, c'est un challenge en soi. Difficile de refiler la facture au client. Dans la salle à manger, Lise, attablée devant son poulet cordon bleu, confie que son budget est serré et qu'elle ne voudrait pas payer plus cher son forfait repas. Car l'inflation touche aussi les aînés, et les RPA en sont bien conscientes. Jean-François Osborne passe plus de temps à magasiner et peut s'appuyer sur le grand nombre de bouches à nourrir pour faire des économies d'échelle. À chaque produit que je viens pour commander, je regarde dans mes fournisseurs lequel est le moins cher, dit-il. Il guette les spéciaux pour acheter d'avance certains produits comme du saumon qu'il va congeler en attendant la semaine où il sera prévu au menu. C'est devenu tout un casse-tête pour le chef cuisinier. Il doit calculer ses dépenses sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, avec des outils comptables qui lui permettent de budgéter son menu. Ça demande une grande organisation, beaucoup de gymnastique, selon le directeur général de la résidence Cité Jardin, Marc Lafontaine. On avait moins à le faire avant parce que c'était moins dispendieux. Maintenant, tout doit être pensé. Le rôle du chef a évolué. Il faut qu'il soit bon en cuisine, mais il faut qu'il soit bon en comptabilité, dit-il. On travaille beaucoup avec les saisons. Par exemple, poursuit-il, en plein hiver, je ne vais pas travailler l'asperge parce que c'est quand même un légume qui va être très coûteux à cette saison. Même chose pour les fruits. Il va attendre la saison des fraises du Québec ou des pêches de l'Ontario pour en acheter. Question de goût, d'achat local, mais aussi de coût. Plus que jamais, il doit éviter les pertes. Les produits périssables tels que les légumes vont être utilisés sous différentes formes. Le brocoli cuit comme légume d'accompagnement, s'il en reste, sera transformé en soupe le lendemain. La nutritionniste Marie Marquis, co-autrice de l'alimentation en RPA, Défis, perspectives et avenir, aux presses de l'Université du Québec 2026, s'inquiète de la teneur en protéines des repas servis aux aînés, car ils en ont davantage besoin en vieillissant, facilement 25 % de plus que nous. C'est beaucoup, dit-elle. C'est l'élément nutritif qui est le plus garant de l'autonomie de la personne âgée. Si on n'a pas de teneur en protéines suffisamment élevée, on a une perte de masse musculaire et on voit apparaître les chutes, ajoute-t-elle. Or, le prix des protéines animales a beaucoup augmenté, celui du bœuf par exemple. On peut se demander si les RPA parviennent à servir de la viande aussi souvent qu'avant. Le co-auteur du livre « L'alimentation en RPA »,
Frédéric Lozo-Laplante, révèle que la qualité des repas varie beaucoup d'un lieu à l'autre. Gestionnaire d'une grande résidence à Laval, il a travaillé auparavant comme directeur des services alimentaires pour une cinquantaine d'établissements chez un gros joueur de l'industrie. L'inconvénient, dit-il, c'est le peu de contraintes réglementaires pour servir une alimentation de qualité. Il y a 67 articles qui régissent la certification des résidences privées pour aînés et seulement un article qui parle de l'alimentation. C'est l'article 53. Ce qu'il dit, sensiblement, c'est assez simple. On doit afficher les menus et ils doivent correspondre au guide alimentaire canadien. À ses yeux, c'est une coquille vide, faute de moyens de le vérifier. Quand on se fait auditer une fois par 4 ans pour savoir si on est toujours conforme à la réglementation, les inspecteurs d'Agrément Canada ne regardent pas vraiment s'il y a des valeurs nutritives dans le menu, assure Frédéric Lozo-Laplante. Il ne voudrait pas ajouter des articles à la certification, car le guide d'application fait déjà près de 250 pages. Mais est-ce qu'on peut bonifier cet article-là ou qu'il soit un petit peu plus soutenu? S'interroge-t-il. Vous écoutez Dans la cuisine d'une résidence privée pour aînés au temps de l'inflation, un texte de Myriam Fimbry, paru le 5 juillet 2026 dans Radio-Canada Info. En attendant, la nutritionniste Marie Marquis recommande de développer des recettes avec des protéines végétales comme les légumineuses. Elles sont beaucoup moins chères et permettraient d'alléger le budget alimentaire des RPA sans affecter la valeur nutritive des repas servis. Il faut qu'on ait des chefs audacieux, reconnaît-elle. Par exemple, ils pourraient proposer un pâté chinois, moitié viande, moitié lentilles. Ça passe très bien. Les résidents aiment le changement, mais pas trop, répond le chef Jean-François Osborne, qui n'oserait pas encore changer la sauce à spaghetti ou le pâté chinois, des incontournables. Mais il a déjà mis du tofu dans un Général Tao. Notre clientèle commence à être un petit peu plus ouverte à essayer ces choses-là, mais il y a quelques années, je vous aurais dit qu'il y avait vraiment une fermeture complète. Une question de temps, peut-être. La plus jeune génération de résidents en RPA est mieux renseignée sur l'alimentation, estime Frédéric Lozo-Laplante en évoquant les moins de 70 ans. C'est des gens qui voyagent encore, qui sont très mobiles. Ils vont manger dans les restaurants, ils les comparent, ils regardent les autres places. Dans 20 ans, cette génération va remplir les RPA et ça va être important qu'on ajuste notre offre alimentaire. Il faut s'attendre aussi à ce que les résidents posent de plus en plus de questions. À la résidence Cité-Jardin de Gatineau, Jean Breton, 84 ans, un ex-enseignant de l'histoire du Québec, n'hésite pas à mettre son grain de sel. Toujours soucieux de s'instruire, il a étudié le guide alimentaire canadien. Mais il se sent un peu seul avec son savoir. J'essaie de sensibiliser des gens, mais mon succès est de presque 0,0, s'exclame-t-il en riant. Lui qui aime s'acheter des petits fruits rouges congelés parce que c'est très bon pour les personnes âgées, regrette de voir au menu ce jour-là de la mousse au chocolat. Si la demande, c'est d'avoir des desserts traditionnels, des pâtisseries, comme c'est une entreprise privée, on donne aux gens ce qu'ils veulent avoir, dit l'homme de 84 ans à l'esprit vif. Dans la semaine, sur les 14 repas, il y a un minimum de 3 desserts qui sont des fruits frais, se défend le chef cuisinier de la résidence, Jean-François Osborne. Du melon, des pommes, des raisins, parce qu'il n'achète que du frais, rien de surgelé. Il faudra attendre l'été pour les fraises du Québec et les pêches de l'Ontario. Lise, une ex-enseignante elle aussi, vient d'arriver à la résidence. Le goût de la nourriture lui rappelle ses années d'études à l'école normale. Ça goûte la nourriture du couvent, lance-t-elle sans détour. Elle trouve aussi que c'est trop salé, et comme le chef s'assoit quelques minutes à sa table, à notre demande, elle en profite pour lui en glisser un mot, tout en reconnaissant que ce n'est pas facile pour lui de contenter autant de monde. C'est pour ça aussi qu'on fait les comités bonne bouffe chaque mois. C'est justement aussi pour avoir le pouls des résidents par rapport à ça, répond le chef. Qu'est-ce qu'ils ont préféré? Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on améliore? Puis on essaye d'évoluer aussi à chaque jour. Rassurée, l'ancienne enseignante trouve que c'est une belle attitude. Jean Breton suggère au groupe Chartwell d'embaucher une nutritionniste spécialisée pour l'alimentation des vieux.
Il pense que ce serait un grand progrès. Mais, ajoute-t-il, l'œil malicieux, il y aurait beaucoup de gens qui rouspéteraient. « Oh non, on n'est pas habitué à essayer des trucs nouveaux. » Justement, des nutritionnistes sont déjà à l'œuvre dans les milieux d'hébergement public, comme les CHSLD. Mais, comme le précise Santé Québec, il n'existe pas actuellement d'obligation réglementaire spécifique encadrant leur implication en RPA. Compte tenu qu'il s'agit d'entreprises privées, les RPA peuvent également contracter des ressources privées pour les soutenir dans l'élaboration de leurs menus. Dans son plan d'action sur 5 ans pour les aînés, La fierté de vieillir 2024-2029, Québec n'offre qu'un maigre chapitre sur l'alimentation. On n'y trouve que 2 mesures, l'une pour un continuum de services coordonnés pour contrer la vulnérabilité alimentaire, l'autre pour développer les connaissances et les habiletés à cuisiner des aînés sous forme d'ateliers culinaires, de capsules vidéo et de fiches recettes. Mais le ministère de la Santé et des Services sociaux se dit attentif aux enjeux soulevés et poursuit ses réflexions afin d'assurer que l'encadrement réglementaire évolue. La nutritionniste Marie Marquis exprime toutefois un gros bémol sur l'importance de respecter le guide alimentaire canadien au grand âge. « Il n'est jamais trop tard pour bien manger, » dit-elle, « mais le plus important, c'est qu'ils aient du plaisir et qu'ils mangent. » Avec un bon appétit viennent les apports d'énergie et des chances accrues de maintenir son autonomie et une vie sociale. La nutritionniste n'en demande pas plus. C'était dans la cuisine d'une résidence privée pour aînés au temps de l'inflation. Un texte de Myriam Fimbray, paru le 5 juillet 2026 dans Radio-Canada Info.
Les fouilles complètes en centre jeunesse, des exceptions, suite d'un dossier de Jessica Nadeau paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir, 3e et 4e texte. 3e texte. Comment le centre jeunesse de la Mauricie Centre du Québec a limité les fouilles complètes. Au centre jeunesse de la Mauricie Centre du Québec, on n'a pas attendu la directive ministérielle de 2025 pour amorcer un changement de culture et donner un caractère exceptionnel aux fouilles complètes. En l'espace de 4 ans, on est passé de 823 fouilles complètes à 96, a pu constater Le Devoir, et les résultats sont étonnants. Mathieu Bédard travaille depuis près de 30 ans en centre de réadaptation. Est-ce qu'il y avait de l'abus ? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'il y avait trop de fouilles complètes ? Manifestement oui, parce qu'aujourd'hui, on est capable de travailler différemment. Des fouilles, il y en a toujours eu, affirme celui qui est aujourd'hui directeur adjoint à la réadaptation, à la délinquance et à l'hébergement jeunesse à la DPJ de la Mauricie Centre du Québec. La culture de la sécurité était très forte et il n'y a pas si longtemps, on fouillait les jeunes qui arrivaient au centre de façon presque systématique. On ne savait pas d'où venait le jeune, on avait souvent peu d'informations et on disait qu'on allait abaisser le niveau de risque, explique-t-il. Puis, il y a quelques années, une réflexion s'est amorcée au sein de l'équipe pour remettre en question ces vieux réflexes. On s'est demandé si on était obligé d'aller tout de suite au plus gros niveau de fouille et si on ne pourrait pas retravailler cette dimension-là. Puis on a enlevé tout ce qui était systématique. D'année en année, le nombre de fouilles a diminué. On en a fait aujourd'hui 8 fois moins qu'il y a 4 ans. Le volume de fouilles a baissé considérablement et on est très content de ça. Ça veut dire qu'on s'est adapté adéquatement. Le plus gros défi n'a pas été de revoir les protocoles, dit-il, mais de s'assurer que ceux-ci étaient bien compris et de maintenir un sentiment de sécurité chez les intervenants malgré une diminution des fouilles. Moins de fouilles, plus de saisies. Le résultat de ce changement a été surprenant sur quelques plans. C'est très paradoxal, mais on a 3 fois plus de saisies pour énormément moins de fouilles, souligne encore étonné Mathieu Bédard. Les gens ne s'attendaient pas à ça. La méthode n'est pas unique, car toutes les branches de Santé Québec auxquelles Le Devoir a parlé disent d'abord expliquer aux jeunes qu'une remise volontaire des objets interdits peut permettre d'éviter une fouille. Mais en Mauricie Centre du Québec, elle a donné des résultats. Les jeunes n'en veulent pas de fouilles. Ils disent « C'est correct, vous m'avez poigné, je vous le remets », constate M. Bédard. Aujourd'hui, on ne pratique plus de fouilles complètes pour trouver des cellulaires ou des vapoteuses, affirme-t-on. On va plutôt procéder à une fouille sommaire ou passer un détecteur de métal. Les seules fouilles complètes désormais autorisées sont celles où la sécurité des jeunes est en danger, comme le prescrit la nouvelle directive. Quand la directive est arrivée au cours de l'été 2025, c'est venu appuyer nos travaux. Autrement dit, ça les a accélérés, dit M. Bédard. Certains gestes comme l'imposition de sceaux ont tout simplement été éliminés plus rapidement que prévu. Cette pratique-là, ils l'ont proscrite. Puis, c'est correct. On a tout simplement arrêté du jour au lendemain. Ça n'a pas été compliqué. Vous écoutez Les fouilles complètes en centre jeunesse, des exceptions, un dossier de Jessica Nadeau paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir, 3e et 4e texte. 4e texte. En centre jeunesse, le mince fil entre dignité et sécurité. Plus de 22 000 fouilles complètes ont été faites sur des adolescents en centre jeunesse dans les 4 dernières années, selon un dénombrement réalisé par Le Devoir. L'exercice peut être humiliant et laisser des marques profondes chez les enfants qui le subissent, mais c'est un mal nécessaire, selon les établissements. Une porte vitrée au bout d'un long couloir beige, le cliquetis d'un trousseau de clés, un panneau jaune riveté dans le mur sur lequel on peut lire « Attention, vous entrez en zone sécurisée ». De l'autre côté de la porte, d'autres corridors ternes, des escaliers, des portes lourdes qui se referment bruyamment. On entre dans l'aile des jeunes contrevenants du centre de réadaptation de Laval, l'un des endroits où l'on procède au plus grand nombre de fouilles complètes sur des jeunes au Québec. On compte en Laval entre 800 et 1000 fouilles complètes par année depuis 4 ans, a pu constater Le Devoir qui a analysé les données de l'ensemble des branches de Santé Québec, ex-CIS et CIUS.
On a gardé un volume quand même assez élevé de fouilles quand on se compare à certains autres secteurs de la province, mais il faut regarder qui est notre population, explique Jean-François Payette, directeur de la protection de la jeunesse, DPJ, à Laval. Il parle de jeunes contrevenants de Montréal et des environs qui sont arrêtés et amenés ici à toute heure du jour ou de la nuit. Il n'y reste parfois que quelques heures avant de passer devant un juge, ce qui génère un haut taux de roulement. Le Centre jeunesse de Laval est également l'un des seuls au Québec à avoir une unité intensive pour jeunes filles. Les longs couloirs beiges mènent au point de service, un lieu qui ressemble à l'écrou dans une prison, et pour cause. C'est ici que les jeunes contrevenants arrivent. Ils sont escortés par la police dans un garage sécurisé et sont accueillis par le garde de sécurité derrière son poste privé. Sur le mur, derrière lui, on peut voir un détecteur de métal et un algorithme décisionnel qui rappelle au personnel les conditions pour pouvoir procéder à une fouille complète. S'il y a une fouille, c'est là, explique Sébastien Dupuis, coordonnateur à la réadaptation à la DPJ de Laval, en désignant un petit local adjacent où des robes de chambre sont entassées pêle-mêle dans des casiers. La porte va être entr'ouverte et il va y avoir une personne de même sexe qui va être là, avec un témoin de même sexe aussi. Un détecteur de métal peut être passé le long du corps sans contact physique et une palpation peut être faite par-dessus la robe de chambre, mais en aucun cas on ne touche les parties génitales, affirme-t-il. La nouvelle directive indique clairement que le jeune doit donner son consentement libre et éclairé. Il y a un certain nombre de jeunes qui vont refuser à ce moment-là, explique le directeur. Mais en fonction du délit dont le jeune est accusé, et si le personnel a de sérieuses raisons de croire que le jeune a une arme sur lui, on va l'informer qu'en raison de l'information qu'on a, on va quand même procéder à une fouille, ajoute-t-il. On ne va pas forcer la personne à se déshabiller, précise tout de même M. Dupuis. Si la personne refuse de collaborer, on va la mettre dans un endroit sécuritaire et on va attendre qu'elle collabore. Jamais on ne déshabille quelqu'un de force. De plus en plus de détresse. Dans la majorité des branches de Santé Québec, le nombre de fouilles complètes était en légère diminution l'an dernier. Mais dans les Laurentides, on constate plutôt une légère augmentation, un total d'un peu plus de 200 fouilles l'an dernier comparativement à 155 l'année précédente. La directrice régionale de la protection de la jeunesse, Marie-Noëlle Granger, attribue cette hausse à l'ouverture d'une nouvelle unité pour jeunes contrevenants. Elle évoque aussi une plus grande détresse des usagers. On voit une aggravation de la condition chez nos jeunes. On a beaucoup de crises suicidaires, ce qui amène son lot d'inquiétudes. Même son de cloche en Montérégie, où l'on comptait l'an dernier 882 fouilles, le chiffre le plus élevé du Québec, suivi de près par Laval. Ce sont de gros chiffres, mais c'est une grosse direction. Il y a beaucoup de services, beaucoup d'enfants, souligne Nadine Galland, directrice adjointe pour la réadaptation jeunesse chez Santé Québec Montérégie-Est. Elle répète que cela demeure une mesure exceptionnelle. Si on calcule le nombre de fouilles complètes sur le total de jours passés en centre pour l'ensemble des usagers, ce qu'on appelle dans le jargon le nombre de jours présence, Madame Galland indique que ça représente moins de 1%. Madame Galland affirme que les fouilles sont effectuées uniquement lorsqu'il y a une notion de danger, de risque imminent, disant devoir parfois protéger les jeunes contre leur gré. On a beaucoup d'enfants qui s'automutilent de façon importante et qui vont utiliser toutes sortes d'objets pour se blesser. On n'a pas le choix de sécuriser l'environnement de ces enfants-là pour les maintenir en vie. Le personnel va aussi chercher de la drogue s'il y a un risque de surdose. Mais on ne le fera pas pour un joint de cannabis, dit-elle. Dans certains contextes, on va se faire reprocher de fouiller, mais dans d'autres contextes, on va se faire reprocher de ne pas avoir fouillé. Si un enfant passe à l'acte ou qu'il commette une agression et qu'on avait mal détecté le risque, on porte aussi cette responsabilité-là. Donc, ce sont des décisions qu'on ne prend pas à la légère, explique Madame Galland. Saisie et sécurité. Les différentes branches de Santé Québec contactées par le Devoir indiquent surtout saisir des armes artisanales, des brosses à dents aiguisées, des lames, etc., de la drogue, des briquets, des vapoteuses et des téléphones cellulaires. Les objets interdits mais non dangereux, comme les vapoteuses ou les cellulaires, ne sont généralement trouvés que de façon aléatoire, dit-on.
On ne tient par contre pas de statistiques sur le nombre d'objets saisis lors des fouilles, un fait maintes fois critiqué par le député solidaire Guillaume Clich-Rivard. En Montérégie, on estime qu'une saisie survient environ 1 fois sur 2 à la suite d'une fouille. Mais ce serait une erreur d'évaluer l'efficacité de cette mesure-là sur le nombre de fois où on trouve quelque chose, estime Annie Labonté, directrice du programme jeunesse chez Santé Québec Montérégie-Est. Le fait de savoir qu'ils vont être fouillés s'ils rentrent avec quelque chose, ça a un effet dissuasif. Donc juste le fait que ça existe, même si on ne le fait pas, c'est déjà une mesure qui nous permet de garantir un certain niveau de sécurité dans nos centres de réadaptation. Les centres jeunesse ont la responsabilité d'offrir un environnement sécuritaire pour les autres jeunes hébergés et le personnel, rappelle-t-elle. Madame Labonté estime donc que les balises entourant la fouille permettent d'arriver à un certain équilibre entre le droit du jeune à la dignité, le droit des autres jeunes à vivre dans un environnement sécuritaire et le droit des employés d'avoir un environnement où ils ne se demandent pas tous les jours s'ils vont se faire poignarder. Elle reconnaît la légitimité de remettre en question ces pratiques, mais reste convaincue qu'elles sont nécessaires. J'aime mieux faire une entrevue avec vous aujourd'hui et que vous remettiez en question nos pratiques de fouille que faire une entrevue avec vous parce qu'un enfant est décédé ou qu'un employé a été victime d'une agression. Si on n'est pas capable d'assurer un milieu sécuritaire pour les jeunes, on va avoir un sérieux problème. C'était Les fouilles complètes en centre jeunesse, des exceptions, un dossier de Jessica Nadeau paru le 21 juillet 2026 dans Le Devoir.